Et Didier Raoult, il se présente comme l'un des plus grands chercheurs du monde. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Didier Raoult, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus gros épidémiologistes mondiaux. J'ai tout lu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. Il se fait connaître à travers sa chaîne YouTube. Il annonce détenir le remède miracle au coronavirus. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tous. Mais celui que certains considèrent comme un sauveur C'est un génie, mais c'est pas du tout le fou. Enfin, ou alors peut-être les génies sont fous. est aujourd'hui qualifié par certains de ses confrères comme un falsificateur. La recherche est une quête de la vérité dans le respect des pratiques scientifiques et sans partialité de la part du chercheur. Didier Raoult est-il dangereux? Nous avons décrypté ses méthodes, interrogé des médecins et des scientifiques, enquêté sur les conditions de travail au sein de l'IHU. Qui est vraiment Didier Raoult? Le diplôme de médecin n'est pas un vaccin contre la connerie ou la malhonnêteté intellectuelle. Alors, le charlatanisme, ça qualifie le fait de promouvoir auprès du grand public un produit dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Tour de passe-passe médicamenteux, Il parlait de la chloroquine il y a 2 jours. Et là, il est en train de parler de l'hydroxychloroquine. protocole scientifique douteux, Ces premiers papiers sont arrivés. Et là, on a bien vu que c'était de la fraude caractérisée, ouais. méthode contestée, Il a sorti des aphorismes comme « Dans une étude, plus le nombre de personnes incluses est petit, plus l'étude est performante ». Ce qui est un délire comme j'en ai rarement vu. Et lorsque nous souhaitons interroger Didier Raoult, impossible de joindre l'homme des plateaux télé. Non, on fait pas trop de réponses aux documentaires, on n'a pas le temps et... Je me permets d'insister parce que c'est un portrait de monsieur Didier Raoult. Oui, mais je comprends bien, mais on n'aura pas le temps. Même refus de la part des institutions et des personnes que nous avons contactées. Bien sûr, on ne pense pas le confronter. Parce qu'il fait peur? On a peur des représailles. Et ce n'est pas fini. Interdiction pour nos caméras de filmer l'Institut hospitalo-universitaire. Personne qui prend les photos s'ils n'ont pas l'autorisation. C'est une sorte d'omerta, voilà. Donc personne ne parle. Une loi du silence qui contraint certains anciens scientifiques du professeur Raoult à ne parler qu'à visage caché. On était considérés comme de la merde, des moins de rien. Une stratégie d'intimidation qui viserait aussi ceux qui osent l'interroger. Taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord? Et qui s'attaque à quiconque ose le critiquer sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvé la nouvelle cible. C'est une moralité de petite frappe. Nous avons enquêté durant des mois sur un professeur qui n'a jamais tort. Je préfère quand les choses se passent plutôt comme je pensais qu'elles devaient se passer. Didier Raoult et son institut. Nous allons découvrir un redressement URSSAF d'1,4 million d'euros, des méthodes scientifiques douteuses et un autre monde, celui des attaques en ligne, des trolls et de la complosphère. On est probablement devant le plus gros scandale médical et scientifique français du siècle. Enquête sur la face cachée du professeur le plus controversé de France. Une personnalité que toute la France a découvert en 2020. Le professeur Didier Raoult est devenu une star en quelques semaines au moment du premier confinement. L'homme a beaucoup fait parler de lui en affirmant que l'hydroxychloroquine était le remède ultime contre la Covid-19, au point que la France était divisée en deux, avec les pros et les anti-Raoult. Son anticonformisme en a séduit certains, mais en a agacé d'autres. Didier Raoult ne laisse pas indifférent. C'est le rebelle de la recherche. Mais qui est vraiment ce professeur? La face cachée de Didier Raoult, les dessous d'une incroyable controverse, un documentaire signé Manon Bachelot et Nicolas Vescovaci. Pour beaucoup de Français, le professeur Didier Raoult a incarné l'espoir au début de la pandémie. Pour certains, notamment à Marseille, il est même devenu une sorte de génie incompris du 21e siècle. Vous faites un reportage sur notre druide adoré. Didier Raoult, franchement, c'est le meilleur. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Ce monsieur-là se bat pour la justice. Je suis tout à fait pour lui. On peut faire confiance à quelqu'un comme lui. Le public apprend à le connaître dans son bureau. Ici, il s'adresse chaque semaine aux Français depuis le début de la pandémie. Nous avons reconstitué ce bureau.
Pourquoi sont-ils des milliers à regarder sa chaîne YouTube? Pourquoi le professeur Raoult est-il si populaire? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. L'épidémie de coronavirus débute en Chine, dans la ville de Wuhan, en décembre 2019. Le virus se propage rapidement à travers le monde. L'effet de sidération est total. Fin février 2020, un premier Français meurt d'un coronavirus venu de Chine. À l'époque où il n'y a pas de vaccin, pas de masque, pas de test, où le monde et la France se confinent, gestes barrières, attestations deviennent le dramatique quotidien des Français. Et Didier Raoult surgit sur YouTube. Une simple vidéo avec des airs de miracle. Avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection au coronavirus chinois. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication, c'est ce 25 février 2020 que Didier Raoult, alors inconnu, devient une célébrité. On a tous envie d'y croire. On a peut-être trouvé un remède au Covid. Il le trouvait en France, à Marseille. C'est une très jolie histoire et c'est là où il entre sur la scène médiatique. 3 semaines plus tard, Didier Raoult présente ses premiers résultats dans une nouvelle vidéo. Il a testé un traitement à base d'hydroxychloroquine et d'après lui, c'est très efficace. Le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de Plaquenil, et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du Plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. Cette séquence sera relayée, partagée et vue par 1,5 million de personnes. Un phénomène rare pour une vidéo institutionnelle et scientifique. Et ces résultats vont se répandre dans tous les médias. Alors que le gouvernement ne propose aucun traitement face au virus, la parole de Didier Raoult rassure. Un groupe Facebook est créé à l'effigie du professeur marseillais. Didier Raoult versus coronavirus. Il comptera jusqu'à 500 000 membres. On y présente le professeur comme l'unique chercheur au monde qui a une piste pour nous sauver. Dans la semaine, Didier Raoult est cité jusqu'à 15 fois par heure sur les chaînes d'infos. Le professeur marseillais devient une star. N'en faites pas de déduction foireuse. Oui, mais je fais à la maison et que le message du SAMU des gens. On ne tue pas. Il fait une audience de malade, Didier Raoult. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Il a aussi bénéficié d'un vide, Didier Raoult, qui est qu'il n'y avait pas tellement de médecins à la télé à ce moment-là. Donc on s'est tous mis à regarder Didier Raoult. C'était un spectacle. 700 patients, vous auriez pu faire un groupe contrôle. Comme ça, on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non, mais encore une fois, taisez-vous. Alors, taisez-vous, c'est... Moi, je suis un vieux scientifique, toi, t'es une jeune fille, tu peux pas poser de questions, on n'a pas le même background, donc tais-toi. Donc c'est assez méprisant. Mais c'est très efficace. Très efficace aussi pour marquer les esprits. Mais qui se cache derrière ce personnage ? Si aujourd'hui nous connaissons tous ce professeur rebelle, Didier Raoult n'a pas toujours eu ce look. Cheveux longs, bague au doigt, à 69 ans, c'est ici, à Marseille, qu'il a fait la majorité de sa carrière. Nous sommes dans les années 90, sur France 3. Le style est plus classique. Bonjour Raoult, bonjour. Le professeur est alors président de l'Université de médecine et des sciences à Marseille. On passe sa vie avec tous les aspects de cette vie, singulièrement des qualités qui peuvent être en dehors des qualités de l'université traditionnelle, qui sont le goût pour la musique. On voit la télévision dans son bureau, on pense parfois que c'est un druide laborantin sur le bout d'une paillasse pourrie dans un cadre d'une arrière-salle de cuisine, quoi. C'est pas du tout ça, quoi, ce truc. C'est un génie. À la faculté de médecine de Marseille, Didier Raoult rencontre Renaud Muselier, qui deviendra médecin, puis ministre et président de la région Sud-PACA. Grand ami du professeur, il se souvient d'un élève brillant. Il n'a pas changé, comme vous le découvrez maintenant, il était. C'est-à-dire dynamique, enthousiaste, performant, travaillant plus que les autres, cherchant en permanence à expliquer avec des arguments très concrets ce qu'il voulait obtenir, comment il comptait obtenir, ce qu'il faisait.
Donc une puissance intellectuelle très forte et un caractère bien trempé, ça c'est sûr. Depuis 40 ans, Didier Raoult se passionne pour les bactéries et la découverte de nouveaux virus. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. Je fais de la virologie, de la bactériologie, mais s'il y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai. Je n'ai pas de limite particulière. Et pour marquer ce monde de la science, il nomme ses découvertes d'une manière peu conventionnelle. Il y a peut-être 40 bactéries et virus qui s'appellent Massilensis ou Marseille virus ou quartier nordensis parce qu'on l'a trouvé dans les quartiers nord de Marseille. En 2010, Didier Raoult reçoit le prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière. Il collectionne aussi d'autres distinctions. Didier Raoult est parfois visionnaire. En 2009, le professeur tient des propos qui aujourd'hui le font passer pour un messie auprès de ses adorateurs. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. 11 ans plus tard, le virus respiratoire mutant est bien là. Une pandémie qui fera 3 millions de morts en avril 2021 et confinera le monde. Mais quand l'épidémie arrive en Chine, le renommé Didier Raoult ne semble pas la reconnaître. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. 3 semaines plus tard, il prend de nouveau la parole dans une vidéo institutionnelle sobrement intitulée « Le coronavirus fait moins de morts que les accidents de trottinette ». L'expérience mondiale n'est pas mondiale du tout. Donc en pratique, il y a eu 5 morts en dehors de Chine. Paradoxalement, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. Depuis son bureau, Didier Raoult s'adresse chaque semaine aux Français. Le bureau du professeur, on pourrait presque dire un décor. Ou comme un acteur, Didier Raoult apparaît avec le même costume. Alors chez Didier Raoult, il y a un truc qui est central, c'est ça, c'est la blouse, parce qu'en fait, il peut être comme moi, là, il peut être mal coiffé, il peut être mal réveillé, il peut être plein de choses qui font qu'on a des points communs quand même, Didier et moi. Mais il y a surtout ça qui est fantastique, parce que ça lui donne toute son autorité. Avec ça, il devient professeur Didier Raoult. Professeur Didier Raoult, comment voyez-vous les dernières évolutions de l'épidémie de coronavirus en France ? Sur les murs, des photos des différents présidents de la République qui le soutiennent ou qui lui décernent des récompenses prestigieuses. C'est un immense besoin de reconnaissance. C'est une sorte d'accession aussi à un monde. Quand vous avez la Légion, vous devenez partie d'un petit cercle d'élite qui a vraiment servi la République, servi la France. Donc c'est pas du tout anodin. Ça a été un très grand épidémiologiste, il ne faut pas non plus cracher sur ce qu'il a fait. Mais pour Philippe Moreau-Chevrolet, s'exhiber de cette manière est très révélateur. Alors vous avez raison, c'est une espèce de... Son bureau, c'est une espèce de mausolée à sa gloire. Ça, c'est pas un bureau de médecin. Un bureau de médecin, en général, il essaie d'être neutre, il essaie d'être accueillant, de faire en sorte que vous, quand vous rentriez, vous vous sentiez pas écrasé, vous vous sentiez pas dérangé, vous vous sentiez chez quelqu'un, mais il faut que vous puissiez quand même être chez vous. Lui, pas du tout, lui, il s'en fiche. C'est vraiment un hôtel à sa gloire. Avec des œuvres d'art qui dévoilent d'étranges traits de personnalité. Ça, c'est Marseille, hein. Il y a l'IHU, puis il y a le petit rappel ça rappelle les masques qu'on utilisait autrefois pour lutter contre la peste, quand les médecins se promenaient. L'IHU, une consonne et 2 voyelles pour Institut Hospitalo-Universitaire. C'est l'établissement que Didier Raoult dirige depuis 2018. C'est ici, au pic de la première vague de l'épidémie, que le professeur dépiste massivement des milliers de malades. À cette époque, il est le seul en France à tester la population. Didier Raoult, le journaliste Benoît Gilles le connaît bien. Rédacteur en chef de Mars Actu, le canard enchaîné marseillais, il enquête depuis des années sur le chercheur et son IHU.
avec finalement la montée épidémique et les premiers tests qui ont été réalisés ici par Didier Raoult, d'un coup, c'est devenu une image d'Épinal. C'est devenu le symbole du remède, ou en tout cas d'une parole rassurante sur le Covid à un moment donné où il y avait une grande inquiétude sur cette épidémie. Ce projet d'IHU, Didier Raoult en rêve depuis des années. C'est le sommet de sa carrière. C'est une forme de reconnaissance par Paris, par le ministère de la Recherche, de son rôle et de sa stature d'infectiologue à la renommée mondiale. Ce super institut, c'est la fierté de Didier Raoult. Depuis plus de 20 ans, je pensais qu'il fallait faire comme pour les centres anticancéreux, des centres de lutte pour les maladies infectieuses qui comprenaient tout, les patients, le laboratoire, la recherche. C'est en 2018 que son rêve devient réalité. Le professeur a construit son bâtiment high-tech avec sa technologie de pointe. « 2001, l'Odyssée de l'espace en fond sonore », Didier Raoult présente son IHU au monde dans cette vidéo institutionnelle. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. Et on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique. Meilleur équipement au monde, le plus de microbes au monde, maladies ultra contagieuses, l'IHU sort de la tête du professeur Raoult, mais pas seulement. Il s'appuie aussi sur un réseau politique. L'histoire commence juste après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Didier Raoult surfe sur la peur d'un attentat à l'anthrax et publie un rapport sur le bioterrorisme à l'attention du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. À l'époque, ce n'était pas sur la logique de la pandémie qu'il s'appuyait, mais c'était sur une logique de défense nationale. Et c'est d'abord parce qu'il a produit un rapport sur le bioterrorisme qu'il a réussi à avoir l'oreille des ministres successifs. À chaque fois, il a repris son bâton de pèlerin pour convaincre l'entourage des ministres qu'il fallait un institut ou même des instituts, parce que lui, il milite pour qu'il y ait un réseau d'instituts d'infectiologie en France pour parer le risque d'une attaque bioterroriste massive avec l'usage de bactéries comme une arme par des terroristes. Dans un livre écrit par Hervé Vaudois, ancien journaliste de la Provence, Didier Raoult raconte comment il a fait valoir ses intérêts à l'époque. Pour leur faire péter les plombs, il suffisait de prononcer un mot. Bioterrorisme. Bioterrorisme, un mot effrayant qui va pourtant lui ouvrir les portes des réseaux chiraciens pour créer son IHU. Son premier relais s'appelle Jean-François Mattei. Il est marseillais et ministre de la Santé. Ça permet d'ouvrir des portes à l'intérieur d'un parti, et quand on ouvre les portes à l'intérieur d'un parti, on ouvre les portes à l'intérieur d'un ministère, et on ouvre les portes à l'intérieur d'un palais présidentiel. Tout ça, c'est quand même des petits mondes qui se côtoient, qui se connaissent et qui se fréquentent. Une conquête du pouvoir qui va l'amener jusqu'au plus haut sommet de l'État. En 2010, grâce à l'intérêt et au soutien du président de la République Nicolas Sarkozy, Didier Raoult va atteindre son but. Parmi les programmes d'investissement d'avenir portés par le gouvernement, Didier Raoult obtient l'enveloppe de financement public la plus importante de ces 20 dernières années pour la recherche. 72 millions d'euros pour construire son IHU. Aux yeux de son ami Renaud Muselier, ancien ministre et figure de ce réseau chiracien, Didier Raoult a gagné. La création de son IHU, c'est une volonté tactique, un destin pour notre pays, avec un savoir-faire particulier. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. Comme ça qu'il a eu ses moyens. Enfin, l'IHU, c'est un truc absolument invraisemblable. C'est incroyable. C'est une puissance de frappe, de force. Ces mécènes de la droite française, qui avaient peur du bioterrorisme et qui voyaient le professeur comme un sauveur, refusent aujourd'hui de témoigner. Malheureusement, le professeur Mattei ne donnera pas suite à cette demande parce qu'il ne sera pas complètement objectif. Comment ça, pas complètement objectif? Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa réponse. Mais quelle relation est-ce qu'il a avec M. Didier Raoult?
Écoutez, qu'est-ce que vous comprenez pas dans ma réponse? En 2010, l'IHU a d'autres mécènes. Ceux-là sont des institutions. L'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, l'université, le service de santé des armées ou encore divers partenariats privés. Ce fonctionnement public-privé est inédit en France. Encore une fois, le professeur a innové. Mais en 2020, cette innovation publique-privée devait être autonome. Dans le plan de marche de l'IHU, à partir du moment où il est créé, il est censé ne plus dépendre de la ressource publique et en particulier de la ressource publique de la recherche française. Problème, l'IHU n'a pas atteint ses objectifs financiers. Un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, l'écrit noir sur blanc à celui qui sait lire entre les lignes des 222 pages. La fin des subventions ANR en 2020 accroîtra mécaniquement les besoins de financement de 3 millions d'euros par an. Le modèle économique de l'IHU à partir de cette échéance est inexistant à ce jour. L'IHU est-il autonome aujourd'hui? Impossible de vérifier, car depuis 4 ans, la fondation qui pilote l'IHU ne publie pas ses comptes, ce qui est illégal. D'après la loi, la publication des comptes est obligatoire pour les fondations lorsque le montant total des subventions atteint 153 000 euros. Alors Didier Raoult a-t-il utilisé l'espace médiatique pour montrer sa force de frappe et récupérer de nouveaux budgets pour son IHU? Difficile maintenant d'imaginer que, par exemple, les collectivités locales décident de ne plus accompagner l'IHU. Et on l'a vu pendant la crise et encore après la crise, l'IHU reçoit des subsides réguliers, directs, de la région, du département, de la ville, pour continuer à faire briller Marseille en France et bien au-delà. Pour faire vivre son IHU super high-tech, Didier Raoult doit trouver des fonds. Beaucoup de fonds. La dotation de l'Agence nationale de la recherche s'élève à 3,1 millions d'euros par an. Mais c'est insuffisant pour le professeur. Pour arriver à ça, il faut dire, voilà, sur les 80 millions, on a 10 millions. Moi, j'ai une réputation pour ça à tenir. Je dépense tout l'argent qu'on me donne. Alors Didier Raoult cherche d'autres financements publics locaux. Il frappe à la porte de la ville de Marseille, du département, de la métropole et de la région, dirigée par des proches, comme Renaud Muselier. Il a une capacité à obtenir l'oreille des puissants qui est, à mon avis, sans commune mesure, en tout cas à l'échelle marseillaise. Il va remercier son réseau politique en nommant certains à son conseil d'administration. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre chiracien, ou encore Geneviève Fioraso, ex-ministre de la Recherche du gouvernement Hollande. De précieux soutiens qui viennent à son secours quand il le faut. Signer la pétition qui permettra à tous les médecins français de pouvoir prescrire l'hydroxychloroquine. J'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult. Pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Tout de suite, toutes nos libertés, tout de suite, fin du masque obligatoire. Un soutien qu'il obtient aussi auprès de l'extrême droite française et en particulier chez les souverainistes. Florian Philippot, ancien numéro 2 de Marine Le Pen, aujourd'hui président des Patriotes, défend le professeur à travers tweets et vidéos depuis le début de la pandémie. Soutien total au professeur Raoult, soutien à la rationalité, soutien au serment d'Hippocrate contre les hypocrites. Florian Philippot surfe-t-il sur l'exaspération des Français face à la Covid-19 et profite-t-il de la figure controversée du professeur? Je suis passé de 16 000 à 152 000 abonnés en un an. En début de chaque vidéo, j'annonce la vidéo du jour et je fais un appel à l'adhésion. Pour une raison simple, j'assume, moi j'ai un mouvement politique, les Patriotes, qui a 0 centime de subvention publique. Donc si j'ai pas les adhérents et les donateurs, on met la clé sous la porte. Dans cette période marquée par la défiance vis-à-vis des élites, le professeur va aussi obtenir le soutien du président de la République, descendu en personne à Marseille au plus fort de la crise. Et vous venez de où, par exemple? Je pense que du côté du président, le message recherché, c'était « Regardez, je m'intéresse à vous,
qui croyaient à Didier Raoult. Il n'y a pas de coupure entre les populistes, le peuple et moi. Je suis capable de franchir le Rubicon marseillais. C'est, du côté de Didier Raoult, une occasion inespérée de remettre une couche sur sa notabilité qui commençait à souffrir un peu de ses prises de position radicales. Il devenait de moins en moins médecin et de plus en plus clown. Personnage folklorique. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Un chercheur très reconnu, soutenu et populaire, l'IHU, une machine de guerre pour lutter contre les maladies infectieuses. Ça, c'est la version communication des pro-Raoult. Il y a d'autres voix qui s'élèvent, et notamment dans sa propre corporation. Des médecins, à l'instar de Christian Lehmann. Le diplôme de médecin n'est pas un vaccin contre la connerie ou la malhonnêteté intellectuelle. Ces mots sont durs, et pour les décrypter, il faut revenir en arrière, quand Didier Raoult surgit avec son traitement miracle sur YouTube. Avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas. Les Français apprennent alors à prononcer le nom d'une vieille molécule, la chloroquine. Plusieurs médecins et scientifiques s'inquiètent immédiatement et le font savoir au professeur Raoult. Un compte à rebours s'enclenche. On sait que si on prend le nombre de comprimés dont il parle, 6 comprimés par jour, le comprimé fait 100 mg de mémoire et lui il propose 600 mg, je crois, pendant 5 jours. On est à la limite d'une dose qui pourrait poser des problèmes lourds, voire létaux, mortels. 3 jours plus tard, une nouvelle vidéo est publiée sur le site internet de l'IHU. Alors que le professeur Raoult ne parlait que de chloroquine, tout à coup, il change de remède. Il est interviewé par un jeune homme barbu, on ne sait pas encore que c'est Yanis Roussel, son directeur de communication. Pour quelle raison vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës. Et moi je me dis, mais attends, il parlait de la chloroquine il y a 2 jours, et là il est en train de parler de l'hydroxychloroquine. Est-ce un nouveau tour de magie? A-t-il entendu les craintes de ses confrères? En tout cas, au revoir la chloroquine, bonjour l'hydroxychloroquine. La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës. Pour un non-médecin, c'est peut-être compliqué, mais c'est 2 médicaments totalement différents. D'accord ? La chloroquine, c'est un médicament contre le paludisme qui a été largement utilisé pendant des années pour le paludisme. L'hydroxychloroquine, c'est du plaquenil, c'est une molécule qui est apparentée, mais qui est utilisée dans certaines maladies rhumatismales et qui est modérément moins dangereuse. Donc en fait, je me rends compte qu'il est en train de faire un tour de passe-passe. Il fait semblant d'avoir toujours parlé d'hydroxychloroquine. Comment se fait-il que personne n'entende cette transformation médicamenteuse dans l'opinion publique? Attention, Didier Raoult, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus gros épidémiologistes mondiaux. Il a un parcours brillantissime en épidémiologie, donc personne ne soupçonne qu'il est en train de basculer de l'autre côté. On ne peut pas le savoir au départ. Le départ, c'est le 16 mars 2020. Didier Raoult présente les premiers résultats de son étude. Des médecins comme Christian Lehmann alertent sur l'absence de fiabilité de ces premiers résultats, mais leur voix reste inaudible. Le professeur marseillais prend toute la lumière. Je ne peux pas imaginer cependant, à ce moment-là, le mal que ce narcissisme va faire. De nombreux confrères se mettent à prescrire son traitement, d'autres le soutiennent, comme son ami médecin, Renaud Muselier. Raoult, lui, dans ce débat, il apportait tout de suite une solution, avec une espérance. Et moi, je pensais fondamentalement qu'à partir du moment où vous donniez une espérance à un patient, vous aidiez le patient. Plutôt que de lui dire, reste chez toi, prends du Doliprane, et quand tu as la fièvre après le SAMU, tu vas mourir. Un peu court pour un médecin de dire ça, quand même. C'est ça qu'on nous a dit pendant toute la première période. Produit miracle au printemps 2020, la nouvelle dépasse vite les frontières. Même Donald Trump, alors chef de la Maison-Blanche, prend de l'hydroxychloroquine. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. All I can tell you is, so far, I seem to be okay.
Un autre médecin français donne pourtant tout de suite l'alerte sur Twitter. Damien Barrault est réanimateur au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. On m'a présenté tellement de fois en médecine depuis 20 ans le médicament miracle que j'y crois plus une seconde parce que je n'ai jamais vu un seul arriver. Et puis après, ces premiers papiers sont arrivés. Et là, on a bien vu que c'était de la fraude caractérisée, ouais. Quand Didier Raoult dévoile ses résultats miraculeux le 16 mars 2020, il s'appuie en fait sur une étude qui n'est que préliminaire, non revue par ses pairs et réalisée sur 26 patients seulement. Un nombre très faible, très loin des protocoles scientifiques. Vous avez 2 personnes qui ont de la fièvre, vous leur donnez de l'hydroxychloroquine et 5 jours plus tard, elles vont bien. OK ? Là, vous dites c'est plus performant parce que l'échantillon est petit, que si on le faisait sur 2000 personnes et qu'on voyait ce qui se passe. Ben non, si vous le faites sur 2000 personnes, vous avez beaucoup plus de chances de voir apparaître des effets indésirables éventuellement s'il y en a, de voir que peut-être vos 2 personnes auraient guéri sans hydroxychloroquine. L'étude du professeur Raoult est réalisée sans groupe contrôle, c'est-à-dire sans comparer les résultats d'un groupe prenant le traitement miracle à un groupe prenant un placebo. Vous regardez ce qui fonctionne pas. C'est ce qu'on fait pour tous les médicaments que vous prenez. Pour Hervé Maisonneuve, médecin à la retraite et spécialiste de l'intégrité scientifique, Didier Raoult ne respecte pas le protocole de rigueur. Il faut d'abord savoir ce qu'il se passe si on ne fait rien avant d'intervenir. Et une fois qu'on sait ce qu'il se passe si on ne fait rien, il faut se comparer à cette situation dite naturelle pour voir si en intervenant, on influence cette situation naturelle. Ça n'a pas été fait. On aurait pu mettre du Schweppes ou du Coca-Cola. Je pense qu'on aurait eu les mêmes résultats. Il faut attendre plusieurs mois pour que cette étude soit officiellement questionnée et pas par n'importe qui. C'est devant une commission de l'Assemblée nationale. Philippe Bertha, député, questionne Didier Raoult. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudo-essais thérapeutiques, ces pseudo-essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec 6 patients, on sait très bien que ce n'est pas un essai clinique. Je suis désolé que vous n'aimez pas mon essai, moi je l'aime beaucoup. Et contrairement à ce que vous dites, et ça, alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale. Moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Quand vous avez 10 000 personnes, vous êtes obligé d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour monter une significativité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Didier Raoult s'est assis totalement sur la méthode scientifique et quand ça a commencé à couiner un petit peu trop fort, il a inventé que la méthode scientifique n'était pas assez bonne pour lui. Il a sorti des aphorismes comme « Dans une étude, plus le nombre de personnes incluses est petit, plus l'étude est performante ». Ce qui est un délire comme j'en ai rarement vu. La communauté scientifique pointe d'autres dysfonctionnements graves. Sur les 26 patients, le professeur en exclut 6 de son étude. Est-ce que ces 6 cas mettaient à mal les résultats attendus de Didier Raoult? Et surtout, comment a-t-il pu publier cette étude contraire aux règles de déontologie? Il n'existe pas de gendarme de la recherche. Quand vous soumettez un manuscrit à une revue, il va être évalué par des pairs. Va y avoir plusieurs lectures, une mise en page, des corrections. Cette étude, Didier Raoult la publie dans une revue dirigée par Jean-Marc Rollin, scientifique. Jean-Marc Rollin, que vous voyez à droite sur cette vidéo, est professeur à l'IHU et aussi co-auteur de l'étude. Donc là, c'est en plein conflit d'intérêts. En enquêtant sur le passé du professeur Raoult, nous découvrons d'autres cas qui posent question. Il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Cette chercheuse qui le traque n'est ni une fille ni une chasseuse de tête. C'est Elisabeth Bick, une microbiologiste néerlandaise émérite. Sa vie, elle l'a consacrée à lutter contre la fraude scientifique. Et quand elle se penche sur les études de Didier Raoult, elle recense une rafale d'images problématiques issues de ses publications, du simple copier-coller à la manipulation caractérisée. En 2020, 2011, 2005
elles se comptent par dizaines. Elles remontent même jusqu'à 1994. Si les scientifiques ne rapportent pas la vérité, alors ce n'est pas de la science. La recherche est une quête de la vérité dans le respect des pratiques scientifiques et sans partialité de la part du chercheur. Que pensez-vous des remarques de Didier Raoult à votre égard? Oh, ce n'est pas du tout déontologique. Moi, je ne l'ai pas traqué. J'ai simplement examiné ses publications disponibles en ligne. Je ne suis pas entrée chez lui par effraction. Il aurait simplement pu répondre poliment en me donnant ses explications. Il n'a pas saisi cette chance, il ne fait que crier. En 2006, une grande revue internationale de microbiologie l'interdit, lui et ses collaborateurs, de publication durant 1 an pour avoir trafiqué des résultats. En septembre dernier, lorsque Didier Raoult est entendu par la commission d'enquête au Sénat, il déclare sous serment: Je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Lorsque l'affaire est révélée dans le magazine Science, le professeur répond lui-même: Je n'ai pas chapeauté ce papier et je n'ai pas lu la dernière version. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut compter par milliers. 3500 publications scientifiques signées de sa main. Un chiffre surhumain, même après 37 ans de carrière. C'est totalement irréaliste. Ça suppose une usine à publier, c'est-à-dire une autorité sur des tas de chercheurs pour dire « vous rajoutez mon nom parmi les auteurs, même si j'ai rien fait ». Ça s'appelle aussi ce concept, dans le jargon du métier des revues, des auteurs aux mains sales. Pourquoi est-ce que Didier Raoult a intérêt à publier autant? Les intérêts viennent du système d'évaluation de la recherche. Plus on publie, selon les revues, plus on obtient de financement. Chaque publication rapporte des points SIGAPS. SIGAPS pour Système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Chaque point SIGAPS a une valeur d'environ 648 € payée par le ministère de la Santé. Ces 648 €, Didier Raoult ne les empoche pas directement. Cet argent revient à l'un de ses organismes de tutelle, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, aux finances particulièrement dégradées. Il doit ramener environ 10 à 11 millions d'euros par an sur un total d'environ 60 millions d'euros pour l'assistance publique de Marseille. Ça vous explique aussi l'importance et le pouvoir d'un tel centre vis-à-vis de la gouvernance des hôpitaux, de l'université, voire plus loin. Didier Raoult utilise ce système de financement et ne s'en cache pas. Il en parle dans cette vidéo de l'IHU de 2017. Depuis que l'IHU a été créé, eh bien, on a augmenté de 60% la production scientifique, qui rapporte de l'argent, parce que les skills sont valorisés. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Cette surproduction scientifique se fait aussi au détriment de la qualité de la recherche. C'est ce que pointent 2 rapports de l'HCERES, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il dresse un bilan sans concession du laboratoire de Didier Raoult. Peu de publications peuvent être considérées comme remarquables. Cette compilation de nouvelles bactéries, comme on collectionne les timbres, donne certes lieu à un volume important de publications, mais sans plus d'avancées pour la connaissance scientifique et médicale. La création d'un journal New Microbe and New Infections, qui sert à publier des articles refusés par les autres revues, est quelque peu désespéré. Un des experts présents lors de l'évaluation nous raconte les coulisses de cette visite qui lui a laissé un souvenir impérissable. Jean-François Guégan s'exprime pour la première fois. Il y avait un système d'inversion des valeurs, c'est-à-dire que nous étions reçus pour évaluer cette IHU, mais en quelque sorte, en nous plaçant chacun dans une petite pièce, chacun à un pupitre, devant un personnage, c'est nous-mêmes qui étions évalués. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer Didier Raoult sur place? C'était hors de question, je crois que ça a été une fin de non-recevoir en réalité. Pourquoi est-ce que Didier Raoult ne voulait pas vous rencontrer?
Je pense tout simplement parce qu'il se considère très certainement supérieur à publier beaucoup plus que chacun d'entre nous, effectivement, mais j'ai l'habitude de dire que si on veut jouer au foot, on doit en respecter les règles. Il joue à la recherche, il doit en respecter en quelque sorte les règles de courtoisie mais aussi d'évaluation. Suite à ces deux rapports, l'INSERM et le CNRS retirent leur label au laboratoire de Didier Raoult en 2017 et aussi leur financement. Si j'avais été directeur d'une institution, c'est une énorme claque. Moi, je donnais ma démission automatiquement. Le professeur Raoult, désavoué par certains de ses pairs, continue sa route en plein cœur de la pandémie. Juillet 2020, la Société de pathologie infectieuse de langue française porte plainte contre Didier Raoult pour charlatanisme, information erronée ou non-respect de confraternité. 9 entorses au code de déontologie. Votre plainte, elle date de juillet 2020. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu plus tôt ? Entre le mois de février, quand il a commencé cette communication, et le moment où on porte plainte, il y a eu au moins 3-4 mois dans lesquels il avait le bénéfice du doute. Mais après, toutes les études, mais partout, en Chine, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, toutes les études un peu sérieuses conduites avec l'hydroxychloroquine ont montré que 0 bénéfice. Et à ce moment-là, ça devenait plus du tout acceptable de continuer à en faire la promotion. Qu'est-ce que vous espérez à la suite de cette plainte ? On espère de revenir à une situation normale qui est celle qui a fait faire beaucoup de progrès en médecine. C'est-à-dire on peut faire des hypothèses, on peut avoir des idées, mais il ne faut pas les promouvoir ou les pousser jusqu'au bout sans avoir un peu de preuve que ça fonctionne. Et l'autre chose vraiment importante, c'est qu'il faut être capable de reconnaître que ce n'était pas la bonne idée. Plusieurs mois plus tard, de nombreux pays déconseillent désormais officiellement l'hydroxychloroquine dans le cadre du traitement de la Covid-19. Même les États-Unis et surtout la France. En octobre, l'Agence nationale du médicament refuse d'accorder une recommandation temporaire d'utilisation de l'hydroxychloroquine à l'IHU de Didier Raoult. À ce jour, les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne permettent pas de présager d'un bénéfice de l'hydroxychloroquine, seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19. Information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même charlatanisme, le médiatique microbiologiste va devoir rendre des comptes devant ses pairs. À ce jour, en avril 2021, l'instruction au Conseil de l'Ordre des médecins est toujours en cours. Ce conseil, qui n'a pas souhaité s'exprimer, peut prononcer des sanctions allant jusqu'à la radiation. Nous avons souhaité interroger Didier Raoult. Mais au-delà du personnage public, nous découvrons au cours de nos investigations un professeur moins transparent, moins public, moins accueillant. Même filmer le bâtiment de l'Institut est impossible. Personne qui prend les photos s'ils n'ont pas l'autorisation. Répondre aux questions clés, non. Le professeur choisit les siennes. Même devant la commission d'enquête sénatoriale en septembre 2020. Nous devons rendre compte aux Français, aux personnes qui résident sur notre territoire, de ce qui s'est passé. Et sur ces sujets fondamentaux qui sont les vôtres, vous faites partie des personnes qui avaient une expertise et qui ont été en désaccord avec d'autres. Et pouvoir vous entendre, vous répondre entre vous, est pour nous essentiel. Vous ne nous aidez pas là dans notre tâche. Didier Raoult répondra à d'autres questions, mais pas à celle-là. Pas de réponse aux parlementaires, refus de nos caméras au sein de l'IHU, difficile pour nous de convaincre des témoins. Même Jean-François Guégan, directeur de recherche de classe exceptionnelle, nous le dit. Vous craignez un peu les suites de ce témoignage en termes de conséquences parce que c'est compliqué de s'attaquer à Didier Raoult. J'ai à la fois peur et pas peur. Je sais très très bien qu'il pourrait y avoir des réactions. Je m'attends à des réactions. De quelles conséquences est-ce que vous avez peur ? Vous avez certainement contacté des gens qui ne veulent pas parler parce que derrière, ils craignent que s'ils demandaient une affectation dans un pays étranger pour faire leur travail, eh bien, ils ne l'obtiendraient pas. Voilà, par cette voie, en fait. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est une sorte d'omerta, voilà. Donc personne ne parle, mais je pense qu'il est temps de parler sur ces sujets-là, parce que c'est impossible que ça se passe de cette manière, en réalité. Cette omerta, il n'est pas le seul à la dénoncer.
3 anciens salariés et scientifiques acceptent de nous dévoiler leurs années à l'IHU. Je vois les gens réagir, l'idolâtrer, etc. Ça me met absolument hors de moi. J'y ai passé une grosse partie de ma santé là-bas. Et voilà, je voulais que certaines personnes sachent ce qui se passe là-bas. On était considérés comme de la merde. Ces 3 anciens salariés acceptent de témoigner à condition de préserver leur anonymat. Quand on est à Marseille et quand on est dans un domaine qui n'est pas très éloigné du sien, il a une influence importante. Et les conséquences pour moi, comme pour le laboratoire dans lequel je travaille maintenant, pourraient être négatives. En 2015, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, soulevait des problèmes au sein de l'IHU. Une extrême concentration des pouvoirs du directeur et un management selon un mode vertical fondé sur l'autorité. Quelques pages plus loin, nous apprenons que Didier Raoult cumule les fonctions. Il est à la fois directeur de l'IHU, mais également administrateur. Un cumul contraire au statut de la fondation. Pour l'IGAS, en 2015, le professeur doit cesser sans délai d'occuper ces 2 postes de direction. Mais en 2021, il cumule toujours. Pour Didier Raoult, qui répondait à nos confrères de l'agence de presse AEF, les inspecteurs de l'IGAS se trompent. On ne peut pas être à la fois administrateur et directeur si l'on est payé. Je suis directeur bénévole, il n'y a donc pas de conflit d'intérêts. Ce contrôle absolu, 12 scientifiques le dénoncent dans une lettre anonyme en mars 2017. Nous sommes cantonnés à un rôle d'exécutant devant réaliser des expériences commandées par la hiérarchie, même quand nous les savons vouées à l'échec. Si jamais on a fait une erreur, il vaut mieux se taire et laisser les choses comme elles sont. Si tu merdes, tu t'en prends plein la gueule. Le fait de merder veut dire qu'on a fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est attendu. À la suite de cette lettre, le CHSCT, le Comité Hygiène-Sécurité, une instance consultative chargée de s'assurer des bonnes conditions de travail, mène une évaluation au sein du laboratoire de l'IHU. L'instance précise « Certains se sentent comme des pions » et expriment une peur de représailles. Combien de fois on a entendu des personnes en réunion demander quelque chose de tout à fait anodin et se faire mais véritablement humilier par Didier Raoult. Plein de gens étaient en réunion, la boule au ventre, et beaucoup ressortaient où on pleure, ou complètement démoralisé. Cet ancien étudiant a travaillé 4 ans à l'IHU, jusqu'à obtenir sa thèse et quitter l'Institut. C'était il y a 10 ans, il en garde un souvenir amer. J'ai perdu 100% de mes amis que j'avais avant ma thèse. Une partie de ma famille. Je suis tombé en dépression pendant 7 ans. Donc en fait, ça m'a foncièrement, humainement, ça m'a bien défoncé. Et aujourd'hui encore, enfin, pour venir témoigner aujourd'hui, j'ai pris sur moi. Et vraiment, j'ai pris sur moi. Content d'être libéré. Questionné sur ces allégations graves, le professeur Raoult évoque des accusations délirantes à l'agence de presse AEF. En consultant d'autres documents comptables, nous découvrons qu'en 2017, l'URSSAF redresse l'IHU à hauteur de 1,4 million d'euros. Que cache cette somme non versée ? Le contentieux porte sur les cotisations sociales relatives aux indemnités de jeunes chercheurs entre 2013 et 2015. Nous avons voulu savoir si l'IHU avait payé les 1,4 million d'euros qu'il devait à l'URSSAF. Didier Raoult ne nous a pas répondu. Le professeur s'en prend aussi à ses confrères qui dénoncent ces pratiques scientifiques. Il y a là d'associations et des réseaux qui se sont créés, dont l'objectif est effectivement de lutter contre les médicaments anciens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des gens que j'ai vus là-dedans n'étaient pas des scientifiques de très haut niveau. Ces scientifiques dont parle Didier Raoult, ce sont des médecins, comme Damien Barraud, réanimateur, qui alerte sur les dangers de l'hydroxychloroquine. On est probablement devant le plus gros scandale médical et scientifique français du siècle et je pense que ça se confirme.
Le 4 avril 2020, le médecin sort de garde. Il se connecte sur son compte Twitter. Un communiqué lui est adressé. Il vient de l'IHU. Nous espérons que si le docteur Barrault n'est pas l'auteur des attaques portées par le compte Fluid Loading, il s'en désolidarisera rapidement. Elle pourrait en effet justifier une plainte pénale et le lancement d'une procédure auprès de l'Ordre des médecins. C'est quoi, c'est des menaces ? Oui, c'est clairement des menaces pour essayer de me faire taire, oui. L'Institut lui reproche d'être très virulent, ce qu'il ne renie pas. Discours irresponsable de quelqu'un qui ne croyait déjà pas à la première vague. Finalement, notre Didier Raoult, c'est juste notre Donald Trump du pauvre. Si je me mets dans ces états sur Twitter, c'est pas parce que je suis un fou furieux, c'est que c'est gravissime. Donc ça me fait beaucoup de mal de voir comment ces gens traitent la médecine, comment la recherche est bafouée, comment l'éthique est bafouée. Pour moi, c'est insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ensuite ? J'ai été attaqué en masse, avec de la menace, avec de l'insulte, avec de la diffamation, avec tout ce qu'on veut. C'était vraiment un déferlement pendant 3-4 semaines. Ça a été de la folie furieuse, oui. Damien Barrault a fait constater ces attaques par un huissier de justice. 652 pages d'insultes et de menaces. S'occupera de toi aussi, petit soldat, c'est noté. Prends garde à toi. Imaginez que votre adresse soit diffusée sur les réseaux sociaux ou celle de vos proches que vous aimez tant. Dans la boîte, tu pourrais y être pour de bon. Il ne paie rien pour attendre, il faut anéantir ce type. Personne ne court plus vite qu'une balle. Ces menaces, cette emprise via les réseaux sociaux des pro-Raoult fonctionne et effraie ceux qui veulent parler. J'ai senti la pression monter, qu'on expliquait que je cherchais à diffamer alors que ce n'était pas ce que je cherche. Donc pour l'instant, j'ai fait un petit peu marche arrière sur certaines choses. L'intimidation marche un peu, j'en suis relativement convaincu. Qui sont ces tweetos capables de publier des messages menaçants ? Parmi eux, un nom revient, Éric Chabrière. Moins connu des médias, le professeur Chabrière n'est pas n'importe qui au sein de l'IHU de Marseille. C'est un proche collaborateur de Didier Raoult. Il est en charge de la valorisation scientifique de l'Institut. Nous avons été très étonnés par ce débat sur la toxicité d'une molécule aussi ancienne et largement prescrite. Il est professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France et réserviste dans l'armée. Durant la pandémie, il défend l'IHU quoi qu'il en coûte et quoi qu'il soit dit. Vous dites que vous ne voulez pas polémiquer, mais vous êtes en train de dire qu'on a peut-être une bouée qui fonctionne et vous voulez attendre l'homologation et de revérifier les chiffres. Ici, dans les médias, le professeur Éric Chabrière est convaincu. Une posture scientifique. Sur Twitter, c'est un autre professeur. Éric Chabrière s'en prend à ses confrères et nos témoins. La directrice de recherche Dominique Costagliola, le médecin Nathan Pfeiffer-Smadja, la microbiologiste Elisabeth Bic, l'infectiologue Pierre Tadevin et le réanimateur Damien Barrault, qu'il compare au tueur Francis Holm. J'essaie de faire mon travail du mieux possible. Et avec les malades et avec les familles, on peut me traiter de tout ce qu'on veut, mais remettre en cause mon travail, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, il représente l'université d'Aix-Marseille. Il tient des propos dangereux sur le plan médical. Il tient des propos très limites d'un point de vue éthique, parfois sexistes, parfois racistes. Je suis un peu inquiet pour ces étudiants. Le professeur Chabrière publie ce tweet. Didier Raoult remplace Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel. L'image est précédée d'une drôle de liste. Martin Hirsch, Karine Lacombe, Jean-Paul Stahl, Guillaume Gorincourt, François Raffi. D'autres charrettes sont en cours. Christian Lehmann, médecin, sera lui menacé de mort à la suite de la parution de son enquête sur l'IHU dans les colonnes de Libération. Je me suis retrouvé la nouvelle cible avec des tweets qui ont été considérés comme des menaces de violence physique et de mort par la police et qui ont été jugés comme tels. C'est simplement dénigrer sur un plan quand même assez salissant les gens qui sont contre eux parce qu'ils sont infoutus totalement de répondre sur le plan scientifique. C'est une moralité de petite frappe. Christian Lehmann, comme d'autres, a été entendu par la police. Un procureur s'est saisi de sa plainte.
Une enquête est en cours. Comment est-ce possible qu'un professeur, membre de l'équipe de Didier Raoult, membre de l'Institut universitaire de France, réserviste de l'armée, menace publiquement des médecins et autres sommités? Le professeur Raoult est-il au courant? Coup de fil, email, pas de réponse, zéro nouvelle du professeur Raoult. Il est pourtant précisé dans le règlement intérieur de l'IHU qu'insulter toute personne de l'établissement ou toute personne extérieure est passible d'un licenciement pour faute grave. Je peux vous dire que ce qui se passe là-bas, sur le plan, je dirais, scientifique ou intellectuel, est indigne, immonde, ridicule, grotesque. Il y a un moment, il faut dire stop et montrer que ça doit s'arrêter, parce que ça aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Éric Chabrière, lui non plus, n'a pas répondu à nos questions. Le 31 mars 2021, plus d'un an après le début de la pandémie, le président de la République, Emmanuel Macron, instaure un 3e confinement national. Très loin de la grippette annoncée par le professeur Raoult en janvier 2020. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. Plus de 3 millions de morts, et pourtant les pro-Raoult continuent de croire au traitement miracle désavoué par les pouvoirs en place. La position de Didier Raoult par rapport à la complosphère est la même position que celle de Trump par rapport à QAnon. Le professeur Raoult ne se prononce pas sur la complosphère, ni admiration, ni condamnation. Ses fans restent ses fans. Le médiatique Didier Raoult est suivi par 800 000 abonnés sur Twitter. Le double du ministre de la Santé, Olivier Véran. Être adulé par n'importe qui, de n'importe quelle façon, mais être adulé. Bien sûr que c'est dangereux. Ça vient de mettre en danger la démocratie. Et alors, pendant une pandémie... L'incertitude sanitaire et la défiance envers les institutions offrent un terreau fertile à des figures controversées, comme celle du professeur Raoult. On a terriblement besoin d'espoir, que personne ne nous en donne. Donc même si on sait que le type en face n'est pas complètement recommandable, on va acheter sa cam. Et pour moi, il faut que le gouvernement comprenne que s'il laisse la place à ce genre de logique, c'est ce genre de logique qui va gagner.